Alors qu'Apple a dévoilé ses résultats financiers, non sans surprise, la fine équipe d'ORLM va tenter de donner un premier verdict sur les nouveaux iPads. Sont-ils taillés pour enrayer les ventes en baisse des tablettes d'Apple? Sont-ils supérieurs aux offres concurrentes et notamment les nouvelles Nexus? Débat. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale d'On refait le Mac. On va parler cette semaine des nouveaux iPads. Regardez, ils sont arrivés, ils sont là, les nouveaux iPads, notamment l'iPad Air numéro 2, Gold is Best. Vous allez voir, on va en parler en détail. Tout d'abord en plateau avec moi cette semaine, Paul Rony, l'anthropologue du Mac et le doyen, non pas du tout, le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul, ça va bien? Bonjour Olivier, ça va bien et toi? Oui, il a une magnifique veste, il fait des efforts chaque semaine, il est de plus en plus élégant, c'est très bien. Il paraît qu'il faut alors. Oui, il faut, très bien. En duplex depuis Paris et depuis son appartement, mademoiselle Fanny Bouton de Melty.fr et de FannySparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour Olivier, écoute, ça va bien. Voilà. Tranquille. Et tu es en duplex depuis ton iPad, une première ce soir, on n'utilise pas de Mac. Eh oui, parce que j'ai oublié en vacances mon MacBook Air, la Comment bonne t'as idée. fait? Mais comment on peut oublier un Mac en vacances? Enfin, J'ai mis le chargeur, j'ai tout mis dans le sac et les enfants ont fait une bêtise et je suis pris le sac sans le MacBook. Ouais. voilà, vous le savez, Fanny, c'est La notre photo, vigie du web. C'est elle qui, en plus d'être la touche charme de cette émission, c'est elle qui récolte vos questions via l'hashtag ORLM. On vous prévient toujours un petit peu avant l'enregistrement, l'hashtag ORLM, et vous posez vos questions. Et on vous répond lors de l'émission. Autre historique de cette émission, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X, comment ça va? Bonsoir Olivier, très bien. Moi j'en reste à l'iPad 2. Pour l'instant, il manque juste le mot Air à côté. Mais il marche très bien, donc je ne vais pas en changer. Bon, ben voilà, on peut arrêter l'émission là. Non, on continue quand même. Autre historique, autre de la team, on refait le Mac. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info qui a quelques centaines de mètres d'ici à la tour de TF1. Bonjour Cédric. Ouais, quasiment une poignée de mètres de chez toi. Je suis d'accord. Bienvenue au club Gold is Best. Ah, voilà. Et le dernier, et non pas des moins importants de cette émission, il s'agit bien sûr de Rodrigo Sepúlveda, Schultz, entrepreneur, podcasteur, investisseur et consultant en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Allez, souris Rodrigo. Tu vas Quand l'avoir nous as ton envoyé iPad, les allez, notes pour t'inquiète l'émission, pas. Je me suis dit, est-ce qu'il va me mettre le dernier épithète qu'il a écrit? Qu'est-ce que tu avais écrit? Voilà, quoi donc? Cycliste, alcoolique C'est mondain. pas Olivier qui l'a écrit, c'est moi. Non, c'est Paul qui C'est avait moi. rajouté ça, qui avait Mais dit… tu l'as pas enlevé Olivier. Non, je ne sais plus, qu'est-ce que tu avais mis comme J'ai mis épithète? des cumulards. Cumulard, mais ouais, mais il sait tout faire, ce sacré, Ah, c'est mieux sacré que Rodrigo. Bronard, hein. Alors, J'ai hésité. l'actualité est riche cette semaine, en plus des nouveaux iPads qu'on va vous présenter en détail tout au long de cette émission. Est-ce que l'iPad vaut le coup? Est-ce qu'il faut changer pour l'iPad Air numéro 2 ou l'iPad mini numéro 3? Mais en attendant, on va passer, si vous le voulez bien, aux chiffres de la semaine. Alors Paul, le chiffre de la semaine, on va plutôt parler des chiffres de la semaine parce que Apple a présenté cette semaine ses résultats financiers. Et oui, cette semaine, Apple a donc présenté ses résultats financiers, donc 42 milliards de chiffre d'affaires et 8,5 milliards de bénéfices. C'est énorme, c'est une première historique pour les résultats de ce trimestre-là, qui sont normalement pas toujours les meilleurs. L'année dernière, les actionnaires avaient fait un peu grise mine. On a donc la répartition par produit, la ventilation. Donc 56% c'est l'iPhone. L'iPhone pèse plus de la moitié dans le chiffre d'affaires d'Apple. 16% étonnamment c'est le Mac. C'est la bonne ou mauvaise surprise de ce trimestre. C'est selon. Sur la bonne, oui, moi je trouve personnellement. 12% donc c'est l'iPad, seulement 12%. Donc le bleu, 1%, d'accord. on le voit même plus, c'est l'iPod en violet. 4%, c'est les accessoires et 11% c'est les services et logiciels. D'accord, donc on voit Voilà. que l'iPod est en train de disparaître doucement mais sûrement. Messieurs, une réaction à ces chiffres à chaud produits par Paul Rony, notamment les 56% de l'iPhone. L'iPhone prend de plus en plus d'importance dans le chiffre d'affaires d'Apple. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un petit peu dangereux? Bah, on peut difficilement dire que ce soit une mauvaise nouvelle pour Apple quand même. Ce serait un peu, ce serait un peu un truc à la française, genre oh là là. Oui, mais on a eu des contrairement prix- à d'autres on a eu des prix constructeurs, Nobel, ils arrivent quand même à répartir les risques sur différents produits. C'était aussi l'objectif de l'iPad. On s'aperçoit que l'iPad, malheureusement pour lui, on va en parler dans cette émission, il pèse de moins en moins lourd dans le chiffre d'affaires, contrairement au Mac qui est en progression. Oui, ça c'est peut-être la chose la plus surprenante parce qu'il n'y a pas eu, tu vois, de nouveautés Il y a eu des grosses baisses de prix dont quand on même. aurait pu penser qu'elle fasse. Pardon, Paul? Il y a eu des baisses de prix.
Oui, c'est ça, il y a eu des baisses de prix, mais pas de nouveauté dont on aurait pu penser qu'elle fasse exploser les ventes de Mac. Donc oui, bien sûr, mais on le savait depuis, ça fait un certain temps déjà qu'on flirtait avec les 50% pour ce qui était le chiffre d'affaires de l'iPhone. Ça devient hyper stratégique. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, l'arrivée des A6 se passe très bien, tant en nombre de pays, l'arrivée de la Chine, etc. Donc, On va y je pense revenir que sur les ventes des cette iPhones. tendance-là n'est pas prête de s'arrêter. Ouais. Attends, un commentaire. Moi, je Juste, trouve ça- je voulais te faire réagir sur un point précis, Rodrigo. Juste un chiffre pour toi, c'est la marge d'Apple concernant ce trimestre, 38% de marge. Ça paraît considérable, c'est presque autant qu'une marque de luxe, Rodrigo. Brut. Marge brute, oui. J'ai pas les chiffres des marques de luxe sous les yeux, je peux pas te dire. Et De mémoire, ils dépensent autant, voire plus en marketing que en cost of goods sold, qui serait la marge brute, donc est probablement beaucoup plus haute. La marge brute, quand on enlève le marketing, je sais pas comment ils l'appellent eux, dans l'excédent brut d'exploitation, peut-être c'est beaucoup plus. D'accord. Si j'en crois Forbes, on peut croire Forbes sur ce genre de truc. Je les crois sur parole. La marge de Louis Vuitton, c'est 40%. Donc de fait, donc on est dans ce. Ils sont pas loin. Ils sont On pas est loin. pas non. loin. C'est intéressant Donc, quand évidemment, même. le Louis Vuitton fait en vente à peu de choses près ce que Apple fait en bénéfice. Ouais. Rodrigo, Sur- une réaction? sur un quarter. Ouais, si on peut revenir sur le graphique d'avant. Oui. On va te faire ça, c'est possible? Oui, il va nous faire ça. Mais en attendant, reste sur moi. Voilà, je meuble. Je fais ma speakerine ce soir en direct sur Fait le Mac. Paul va nous préparer. Donc voilà, c'est revenu. C'est magique. Vive Smart Technology. Voilà le graphique suivant. Ouais, si on se souvient quand même de l'histoire d'Apple, et c'est un commentaire général sur les entreprises. La boîte a été créée il y a une trentaine d'années, un peu plus, autour de l'ordinateur. Donc c'est la partie à 16% jaune. Cette société s'est complètement réinventée il y a une dizaine d'années autour de la musique. On voit que cette catégorie-là a un petit peu disparu. Ouais, tu penses à l'iPod, hein, la partie mauve. L'iPod, mais qui a été reprise quelque part dans la partie qui est verte et Par l'iPhone. quelque part bleu ciel qui est l'iPad. Donc elle s'est réinventée il y a une dizaine d'années. Et à nouveau, avec l'iPhone il y a 7 ans, qui est la partie verte, à nouveau il y a à peu près 5 ans avec la partie bleu ciel. Donc c'est une entreprise qui a cru de deux manières. La première, c'est en volume. Elle est devenue première capitalisation boursière, donc elle commence à grandir de plus en plus, mais également en étendue, profondeur du catalogue, en allant chercher des segments sur lesquels on ne l'attendait pas, à tel point qu'il y a quelques années, ils ont fait tomber le Apple Computer, enfin le computer pour l'appeler juste Apple. Que dans un monde qui change très vite, qui est la tech, il faut aller chercher des nouveaux segments de croissance très différents. Ça me renvoie à deux choses, à votre question et commentaire au pluriel sur l'Apple Watch l'autre jour. Apple peut-être encore en train d'essayer de se réinventer dans un nouveau segment et on risquerait d'avoir un nouveau camembert sur quelque chose. Non, justement, parce que juste sur ce que tu dis, parce que c'est assez intéressant, Tim Cook a dit lors de la présentation des résultats financiers que l'Apple Watch, dans le camembert, comme tu dis, elle rentrerait dans la catégorie autre, en fait, dans la catégorie accessoires et autres, donc la catégorie dans laquelle l'iPod va tomber à la prochaine année. Catégorie. C'est ce qu'on se disait, que ça rentrerait dans une catégorie de wearables, tu vois, qui n'est pas là. Et puis il y a toujours le Loch Ness avec Apple TV qui est toujours pas là. Le deuxième commentaire, si tu disais sur le jaune, Brièvement, Rodrigo. pardon, sur le vert, sur l'iPhone, est-ce que c'est dangereux ou pas que ça représente autant chez Apple? Là, il faut faire une analyse un petit peu plus complexe sur les menaces concurrentielles sur cet acte-là. Ouais. La grande menace d'Apple, c'est Samsung. Donc là, il faut regarder les clients et de se dire, est-ce que Samsung peut aller attaquer les clients historiques d'Apple? Et si on regarde l'évolution de l'offre produit d'Apple, aujourd'hui, il y a une gamme assez large qui peut taper tous les types de budgets, jusqu'au 5C qui reste au catalogue, qui est un tout petit, et monter sur toute la gamme. Donc ils ont agrandi le type de client en essayant de taper différents segments. Est-ce que c'est une menace? Si on se pose la question dans 2 ans, où est l'iPhone? Est-ce qu'il y a suffisamment de terreau d'innovation autour de l'iPhone pour sortir un iPhone 7, un iPhone 8 sans qu'il se fasse attaquer par Samsung? Ça peut faire l'objet d'une autre. Je pense que c'est très bien d'ici 18 mois, 24 mois. Après, ça peut être compliqué. Merci Rodrigo. On avance parce qu'on a déjà pris du retard dans cette émission et on passe au chiffre précis des ventes d'iPhone, Paul. Alors,
Pareil, les chiffres de vente d'iPhone par rapport à l'année précédente sont très très bons, puisque comme on le voit ici, on passe de 33,7 à 39. Donc il y a une grande progression quand même. L'iPhone progresse énormément d'une année sur l'autre, surtout dans un trimestre, même si c'est le trimestre de sortie des iPhones, qui est en général pas aussi fast que celui des fêtes de Noël. Alors, il faut préciser que l'iPhone 6 est sorti que les 2 dernières semaines du trimestre, c'est ça, même pas? C'est ça, un peu plus quand même, oui, mais Bon, globalement... donc ça ne pèse pas forcément énormément dans les ventes. Hein. Il y a quand même les 10 millions d'iPhone précommandés de par le monde qui ont sûrement joué un petit peu quand même. D'accord. Mais on voit que l'année dernière, il y a quand même une progression qui était importante. On passe aux ventes de Mac? Alors les ventes de Mac, c'est l'autre très bonne nouvelle de ce trimestre. Ouais. Et ça nous fait plutôt plaisir. Puisque les ventes de Mac ont énormément progressé, elles passent de 4,5 millions d'unités à 5,5 millions d'unités, donc c'est quand même une très grosse croissance. Et ça leur permet en fait justement d'accéder à ce deuxième poste de revenus chez Apple. Ils ont piqué la place à l'iPad et comme le disait Cédric, c'est assez étonnant puisqu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés matérielles annoncées. En tout cas, l'iMac Retina 5K ne fait pas partie de ces résultats, qui vient d'être annoncé. Donc c'est uniquement l'effet d'une baisse de prix ou d'autres choses. Bon, alors j'ai envie de me retourner vers Monsieur X, s'il est là, et avoir sa réaction, s'il est d'accord à cette forte progression du Mac dans le chiffre d'affaires d'Apple et qui sauve un petit peu les fesses de l'iPad, qui a quelques soucis. Votre réaction, Monsieur X, et comment expliquer cette progression? On sait qu'aux États-Unis, ce trimestre, c'était un trimestre particulier, notamment pour les étudiants et les écoliers. Oui, c'est exactement là-dessus que j'allais rebondir. Le problème avec ce 4e trimestre d'Apple, qui est en fait juillet, août, septembre, c'est qu'il inclut le mois de septembre, qui est le mois de la rentrée scolaire. Et c'est le seul mois dans l'année, quasiment, où Apple casse les prix, mais sans le dire. C'est-à-dire qu'Apple ne casse pas les prix sur son site internet. Nous, simples particuliers, on ne peut pas le voir. Mais ils sont capables de très fortement baisser les prix pour les équipements. Et notamment les ventes directes aux universités qui ensuite obligent, dans les conditions d'admission, les étudiants à acheter un Mac. Donc, ces chiffres, ce trimestre qui inclut septembre, on les regarde toujours un peu de manière opaque et c'est à cause de ces ventes universitaires. Et c'est la seule explication que je vois, parce que les Macs ne sont pas plus attractifs cette année que l'année d'avant, surtout quand on regarde les problèmes de pouvoir d'achat qu'il y a dans la plupart des marchés d'Apple. Donc ça doit être à mon avis un boost vraiment au niveau marché universitaire. Ce qui est très étonnant en tout cas lorsqu'on regarde les chiffres d'Apple, c'est qu'il y aurait un boost très important pour te périphraser, merci Paul, dans les pays émergents, plus de 40%, c'est assez étonnant quand on connaît le ticket d'entrée des Mac, malheureusement. Ça aussi, il faudra qu'on explique comment ils arrivent à surperformer comme ça. Peut-être c'est l'ouverture des Apple Store dans certains pays émergents, je ne sais pas. En tout cas, aussi, ça relativise un petit peu la déception qu'on a eue la semaine dernière lors de notre direct. Lorsqu'on n'a pas vu arriver de nouveaux designs, on s'aperçoit qu'Apple n'a pas forcément besoin de cet argument commercial aujourd'hui pour doper ses ventes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, dernier chiffre, Paul, c'est le plus haut score de vente historique depuis 1995. Exactement. Où Apple produisait beaucoup et gagnait peu. Aujourd'hui, ils vendent autant et ils gagnent beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. On passe aux ventes d'iPad, Paul? Alors les ventes d'iPad, là c'est la dégringolade puisqu'on passe donc de 14 millions d'unités l'année dernière à 12 millions cette année. Ouch. Ça fait quand même une très forte décroissance. 1,8 million de moins quand même. Hein. C'est assez énorme. Ouais. Surtout que la promotion Back to School s'applique aussi à l'iPad, il me semble. Ouais. Donc elle aurait pu en bénéficier. Mais visiblement, voilà, une tablette, ça c'est pas pour travailler. C'est pas pour travailler, voilà. Donc visiblement, l'iPad n'a pas su séduire et on a beaucoup dit que tout le monde avait un iPad, mais je pense que c'est plutôt tous les gens qui voulaient un iPad ont un iPad et n'ont pas besoin d'en changer. Comme en témoigne Monsieur X d'ailleurs. Alors on se retourne à nouveau vers Monsieur X. Votre réaction à cette dégringolade des ventes de l'iPad lors du dernier trimestre? Alors je vous rappelle que c'est les trimestres qui vont de juin à septembre, fin septembre, jusqu'à la sortie des iPhone 6. Votre réaction, est-ce qu'on pourrait même imaginer quelque part que le Mac cannibalise l'iPad alors que c'est plutôt l'inverse qu'on attendait? Mais non. Mais non. Bah écoute, moi je reste sur la prédiction initiale de Rodrigo, qui disait chaque membre du foyer un jour aura un iPad. J'y crois toujours. Et je crois que là, on est toujours en face d'un problème marketing assez simple. C'est les prix d'Apple ne sont pas attractifs sur leur tablette. Donc je me demande s'ils ne sont pas comme avec l'iPhone en train de renoncer à être le numéro 1
en part de marché en quantité et ils veulent le rester C'est en clair. valeur. Surtout Ce quand qui est on voit un le ticket peu, ce qui d'entrée, est un monsieur peu X. dommage. Ouais. Moi, sincèrement, il y aura un iPad mini à 50 € moins cher encore. Peut-être que je me déciderai à en acheter un à ma deuxième fille qui m'en réclame un parce qu'on arriverait dans des gammes de prix des consoles de jeux. Mais c'est encore un peu cher aujourd'hui. Donc, je pense que c'est que ça, que Rodrigo a raison depuis le départ. C'est pas vrai. Maintenant, ils en prennent pas le chemin. Et en plus, ils viennent d'additionner un risque, c'est l'iPhone 6 Plus, comme le disait aussi Rodrigo la semaine dernière, je Fort, crois. Rodrigo. L'iPhone 6 Plus va faire de la concurrence. C'est pas Rodrigo, et c'est donc, moi qui l'ai aux dit. iPads, ouais. Et N'importe donc, quoi, monsieur X. Non, mais l'iPhone 6 c'est Plus l'ancien faisant de la directeur marketing concurrence qui. à l'iPad mini. Pas Eh tous en ben, même temps, messieurs. Vas-y. Ouais, moi, je pense pas qu'ils ont la recette pour voir repartir ça à la hausse. Donc, Non. ça y est, c'est la maturité pour l'iPad chez Apple. On part sur, on veut être les numéros 1 en valeur, mais pas en quantité. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, Rodrigo, tu en penses quoi de ces chiffres de dégringolade d'iPad? Est-ce que toi, tu penses toujours une autre prédiction, celle de Steve Jobs, à savoir qu'on est entré définitivement dans l'ère post-PC et que l'ordinateur va se marginaliser? Je ne pense pas. Il y a un très joli graphique de chez Apple que pas celui de Paul, Paul. notre anthropologue du web, va nous retrouver, qui montre, pas ce soir. qui montre l'Apple Watch, un iPhone, un iPad, un MacBook Air et puis un iMac. Non, plus sérieusement, c'est pas le même usage. L'usage de l'iPad est un usage plutôt passif, contrairement à ce que la dernière keynote a essayé de nous montrer, où on voyait des gens en train de faire des choses très activement sur l'iPad. Alors que pour un usage actif, c'est-à-dire produire des Excel, faire du montage vidéo, c'est vraiment pas pratique en mettant un gros doigt sur un curseur sur un écran. C'est pas pratique de changer une cellule de calcul, même s'il y a Number sur iPad pour le faire. Donc pour travailler, qui est une partie de notre activité quotidienne, en production, il y a toujours un ordinateur, qui soit de bureau ou un laptop. En revanche, pour consulter, maintenant on a une très très belle gamme avec plein d'écrans en 4, 7, je sais pas combien ils sont après, 6, 9, 9, 6, 7, je sais pas quoi. Il y a tous les écrans, quoi. Ok. Bien, alors l'iPad, on va en parler si vous êtes d'accord, parce que comme je vous le disais, c'est quand même le thème de cette émission, on va pas parler chiffres toute la soirée, on va parler d'autres chiffres que vaut véritablement cet iPad de toute beauté, l'iPad Air numéro 2 et l'iPad mini. Regardez, il est là, il n'a pas beaucoup changé l'iPad mini, mais on en parlera plutôt en fin d'émission. Il est gold, voilà, c'est la grande nouveauté, à l'intérieur il est un petit peu changé, mais l'arrivée de Touch ID, je ne sais pas si on le voit sur ce plan, mais voilà, le Touch ID est aussi une belle avancée. La nouvelle iPad donc, est arrivée. On va commencer par l'iPad Air numéro 2 qui évolue pas mal du côté de design. On vous l'a dit, il est plus fin. On vous l'a dit, il est maintenant en or. Comment on est arrivé, Paul, à ce niveau de précision, à ce niveau de finesse? Seulement 6,1 mm d'épaisseur. Non, je vais plutôt poser la question à Cédric, puisque lui aussi, il a un iPad Air 2 entre les mains. Est-ce que tu vois vraiment la différence en termes de finesse par rapport à l'ancien modèle, pendant que je sors l'ancien modèle pour comparer à la caméra? Écoute, oui, hein, c'est vrai qu'il est quand même, il est vraiment pas épais. Hein. T'as beau le prendre dans le sens que tu veux, Regardez. ça tue quand même. Et on a beau se dire que tu vois, c'est une petite différence par rapport au précédent. Bah oui, mais à cette échelle-là, quand tu retires 1 mm, ça se sent vraiment. C'est pas indispensable, honnêtement. Si vous avez un iPad Air premier du nom, c'est pas forcément le design qui va vous faire changer. Soit c'est parce que vous avez vraiment trop d'argent dans les poches, soit c'est parce qu'il vous faut absolument le surplus de puissance de calcul, on y viendra. Mais voilà, et il y a quand même toujours cette surprise pour les gens, surtout les gens qui n'avaient pas essayé l'iPad Air original. Quand on te le met dans les mains, il semble presque trop léger, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, Ça veut dire quoi? Il te semble fragile, Cédric? Non, je dis pas fragile, mais léger, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'attend à un truc plus lourd. Ouais. C'est-à-dire que le rapport taille-poids est plutôt au bénéfice. J'ai les deux entre les mains. Là, on voyait à peu près que la finesse est à peu près la même. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent quand même une légère différence, ce qui ne va pas dans le sens de l'iPad mini, encore une fois, parce que c'était le principal argument pour le balader partout. Hein. Mais bon. Quel est le plus lourd des deux? Moi, je sens que celui-ci est nettement plus lourd, l'ancien modèle, l'iPad Air 1. Il est nettement plus lourd. Il y a 7 grammes de différence. C'est parce que je suis droitier et gaucher. C'est vraiment une affaire de perception et pas du poids réel.
Par contre, voilà, mais on voit véritablement le chemin. Quelqu'un a réussi à me montrer l'ancien iPad mini et le nouveau, dont le design est exactement le même, hein, à la virgule près, en disant non, on voit bien, le nouveau est plus léger. Donc, ton cerveau te joue des tours dans ce genre de situation. Et là, on voit vraiment la différence si on superpose l'iPad 1, premier du nom, qui est sorti il y a seulement 4 ans, Mais bon, et c'était une l'iPad brique. Air. Là, on voit le chemin parcouru quand même. C'était quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que. Un tracteur à côté d'une Tesla, c'est vrai que bon. Oh, dis donc. Et le tracteur il coûtait aussi cher que la Tesla à l'époque, hein, mais bon, voilà. Alors, on l'a dit, pour arriver à ce niveau de finesse, pardon, j'ai bougé un peu vite pour la caméra, on a remplacé donc, on a mis une nouvelle génération d'écran, Paul, avec un système notamment d'écran laminé, c'est bien ça? Oui, alors un écran laminé, donc c'est un écran où en fait tous les composants de l'écran sont réunis en un seul et collés à la vitre, ce qui fait disparaître en fait la fine lame d'air qu'il y a normalement entre les différents composants de l'écran, et ça permet d'avoir un rendu plus propre et d'avoir l'impression de toucher les pixels en quelque sorte. Ouais. Donc ça change pas mal de choses. Il était quand même plus que temps qu'Apple le fasse, puisque l'iPhone, le Mac, tous les appareils Apple avaient des écrans laminés, il manquait juste l'iPad. Ça leur a quand même pris pas mal de temps. Ouais. Par contre, effectivement, on va voir si les gens vont s'amuser à le plier, hein, cet iPhone 6. iPad Air 2. L'iPad Air, c'est très bien. L'iPad Air 2, ils vont se faire, parce que l'iPhone 6, c'était celui-ci qui a été plié, et on va voir s'il y aura une polémique. C'est vrai que c'est tentant, hein, c'est tellement fin que… Ouais, enfin là, le problème, c'est que va le mettre dans la poche arrière de ton jean, quand même. On va Ouais, bon, il y a des gens qui ont réussi à s'asseoir dessus, tu vas voir. Par contre, donc, le revers de la médaille, c'est que si on veut changer d'écran, il faudra changer tout l'ensemble, et ça coûtera un peu plus cher. Oui, voilà, c'est probable que ça… Et en prendre un autre. Oui, voilà, c'est probable que maintenant ça coûtera un petit peu plus cher de changer l'écran, vu qu'il y a une pièce à changer et on ne peut plus récupérer la vitre, remettre un écran, c'est plus possible. Alors la semaine dernière, Phil Schiller avait beaucoup insisté sur le nouveau traitement anti-reflet de cet iPad Air. Alors on va vous montrer l'ancien qui est là. Alors il y a beaucoup de spots ici dans ce studio à Victor Image. Justement, c'est bon pour tester. Donc c'est même, ouais, c'est même. Alors regardez, on va bouger un petit peu. Voilà, vous voyez que l'iPad, la précédente génération, vous voyez le gros spot au-dessus de moi, donc voilà, c'était un miroir. Le nouveau, donc, c'est effectivement, ça filtre un petit peu les reflets, mais avec le spot au-dessus, c'est pas forcément aussi évident, comme vous pouvez voir. Donc il y a quand même des limites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plein soleil, ça restera toujours problématique d'utiliser un iPad plutôt que de l'angle numérique. L'autre grande nouveauté de cet iPad Air, c'est l'arrivée de ce petit cercle, regardez, en bas de l'écran. Hein. Touch ID est arrivé sur l'iPad. Alors, il y a quand même un bémol, Cédric, c'est qu'il n'y a pas de NFC. Hein. On ne peut payer que sur certaines applications. Évidemment, on passe balader en magasin avec un iPad. Il n'y a pas de NFC? Non, il n'y a pas de NFC. Non, il n'y a pas de puce NFC dans l'iPad Air 2. Non. Je suis absolument certain. Il faut écouter les briefs produits, Cédric. C'est marqué dans le déroulé. Je vous rappelle que tout ceci ne nous concerne pas du tout. Dans le petit briefing que j'ai eu chez Apple ce matin, pas un mot sur Apple, évidemment, parce que ça ne nous concerne pas un instant. Ça pourrait nous concerner si nous avions des cartes bancaires américaines, auquel cas on pourrait utiliser Apple Pay dans certains commerces, même en France, paraît-il. Mais voilà, ça reste quand même ultra anecdotique. Apple Pay, on peut pas le lire ou Square, tu vois. Exactement, c'est-à-dire que tout à coup, ça va aussi débloquer pas mal d'autres systèmes de paiement sans fil. Mais ouais, bien sûr, tu vas pas sortir ton iPad pour payer dans un magasin. Genre, attendez, excusez-moi, alors les cours de la semaine. Donc il va falloir tout simplement. On a vu qu'il y avait quelques applications qui tiraient parti Touch ID d'ores et déjà. Suite d'ailleurs à la mise à jour d'iOS 8, il y a Dropbox, il y a Evernote notamment, qui tire parti de ce petit étonnant capteur qui permet de reconnaître vos empreintes digitales, mais pas de NFC, c'est quand même dommage, notamment par rapport à la concurrence. On en reviendra en fin d'émission. Cédric, est-ce que tu as senti une vraie différence côté puissance avec l'arrivée de cette nouvelle puce, la puce A8X, par rapport à l'ancien modèle que tu avais l'habitude d'utiliser Je l'ai même testé, j'ai pas fait un vrai benchmark. Il y a des gens pour ça, vous allez sur TechMeme, vous aurez tous les benchmarks. En fait, il y a des choses que j'ai lancées sur l'ancien iPad mini et sur le nouveau. Pas grosse différence. Et par contre, énorme différence sur l'iPad. C'est une application, je voulais la faire en coup de cœur, mais c'est pas grave, qui s'appelle Replay, qui permet d'organiser, de faire des animations à partir de ses photos. Alors moi, je me suis amusé, j'ai pris un flux de photos où il y avait 150 photos et il te génère l'animation en temps réel. En fait, c'est un service qu'on connaît bien parce que c'est la version tablette d'un site qui s'appelle Stupéflix de Nicolas Stigman, c'est un site français. Et en gros, ça te fait une vidéo avec des effets à l'Instagram, avec de la musique, etc.
pour uploader, tu attendais, tu voyais la barre de progression sur « je suis en train de générer votre vidéo » et là, ça le fait en temps réel. Ça le fait beaucoup mieux en temps réel sur l'iPad Air 2 que sur le précédent. Il y a pas de Schiller avait avancé un chiffre de multiplier par 12 les performances par rapport à l'ancienne, par rapport à la première version. Ouais. Ah non, c'est x180 par rapport à l'iPad premier du nom. Mais performance graphique, non? Performance graphique, ça. Oui, bien sûr. Ouais, parce que... mais même les benchmarks indépendants, ceux-là qui ont été faits et qui ont été publiés depuis hier, montrent que par exemple l'iPad Air 2 serait 55% plus puissant qu'un iPhone 6. Alors regardez, on a un iPad Air 2, un iPad Air. Paul va lancer les benches et on vous donnera les résultats. Presque en direct dans cette émission. La vérité des prix. Voilà, et on va comparer. Qu'est-ce que tu utilises comme bench, juste pour la petite histoire, Paul? GFX Bench. Donc on aura un indice, on pourra comparer. On a le même sur les deux. Alors, on triche un peu, mais évidemment l'iPad Air 1 a un an, hein, donc il est peut-être un peu moins fringant et son système est moins propre avec les applications, mais on vous donnera les résultats dès qu'on l'a. Alors moi, en tout cas, l'avancée la plus intéressante que je trouve en termes de perf, la plus sensible, si vous avez les dernières générations de bornes Wi-Fi à la maison, c'est l'arrivée enfin du AC. Le AC, vous savez, c'est la dernière génération du Wi-Fi. Il était absent jusqu'à maintenant des iPads. Il était présent sur les Mac depuis très longtemps maintenant, alors que la concurrence l'avait adopté. Apple semble enfin avoir retrouvé un petit peu d'ambition côté Wi-Fi pour son iPad. Le problème, c'est qu'effectivement, les fournisseurs d'accès à Internet, notamment ADSL, ne proposent pas ou peu de box avec ce format-là. Donc, il faut acheter des bornes de chez Apple. Ça commence à coûter cher, cette petite plaisanterie. On passe très vite à l'autonomie. On annonce un iPad plus fin, donc une batterie plus fine et des autonomies qui seraient équivalentes autour des 10 heures. Les différents benches qui sont parus, messieurs, dames, semblent montrer que voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux, avec un léger avantage pour l'ancien modèle parce qu'effectivement, il a un iPad c'est un iPad légèrement plus épais, donc une batterie plus grande. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, monsieur, tout simplement, qu'Apple reste sur ce form factor et augmente la capacité de la batterie? Ah bah moi, tu me parles d'augmentation de la capacité de la batterie, je dis oui. Plutôt que l'affiner, on garde l'ancien modèle et on augmente les performances d'autant, de la batterie, de l'autonomie. Ouais, absolument. Parce que quand on regarde comment on utilise l'iPad, c'est pas trop dans la rue, c'est pas trop en mouvement, c'est plutôt dans son canapé, en avion, en voiture. Donc le poids est pas vraiment un problème, on est assis. En revanche, la batterie, même chez soi, c'est toujours chiant d'aller chercher le câble. Donc je me demande là si la finesse, qui est agréable au moins à la vue, j'ai pas eu le produit entre les mains, c'est pas un concours pour dire c'est moi qui ai la tablette la plus fine, mais en termes d'usage client, une fois de plus, je suis pas convaincu. Ce d'autant plus qu'il n'y a pas de solution sur l'iPad, à l'instar de ce qui se fait sur l'iPhone, pour étendre la vie de sa batterie simplement, hormis avec des boîtiers externes un peu lourds, un peu compliqués. Voilà, donc en l'occurrence, c'est moi qui ai la plus fine là, monsieur X Sinclair. Donc si moi, oui, non, la batterie, ça reste le truc fondamental, quoi. Bien, d'accord. Mais c'est vrai que c'est aussi une habitude, monsieur X, chez Apple, d'aller plutôt vers l'esthétisme à outrance, alors que là, peut-être le bénéfice utilisateur, c'était carrément avoir une autonomie en hausse. Cédric l'a très bien dit, Cédric, savoir qu'il y a 7 grammes d'écart. Voilà, on ne sent pas forcément la différence au quotidien lorsqu'on dégaine son iPad, mais on en parle très vite sur le verdict final de cette émission. Cédric, de l'appareil photo numérique, tu en as pensé quoi? Est-ce que c'est concrètement le même appareil photo numérique, comme on a pu le comprendre lors de la keynote, que celui qui est sur l'iPhone 6 ici? Oui, mais si j'ai bien compris, pas le même que sur le 6 Plus. Je ne pense pas qu'il y ait le stabilisateur optique. Non, il n'y a pas de stabilisateur optique. Voilà, donc on le met au niveau du 6. Ça devient compliqué. Avant, les choses étaient simples. Bon, c'est bien de l'avoir mis à jour, mais voilà, c'est assez normal qu'il laisse le meilleur de la photo au modèle flagship de l'iPhone, puisque de toute façon, normalement, souviens-toi, sur pas mal d'iPad, les nouveautés arrivent. Regarde Touch ID. Touch ID aurait pu arriver parfaitement l'année dernière sur iPad. Il se l'était gardé sous le coude pour le sortir cette année. Bon, je crois qu'il n'était pas là l'année dernière, Cédric, pour Touch ID sur l'iPad. Je crois qu'il y avait des problèmes dans la vie, il y a 2 catégories de problèmes. Il y a les problèmes d'Apple et mes problèmes. Ça, c'est le problème d'Apple. Moi, en tant que client, ce problème ne m'intéresse pas. Donc voilà, idem sur la photo, mais je suis pas sûr de ça. Et pas l'année prochaine. Oui, Rodrigo.
je suis pas sûr de ça. Apple achetait des capacités d'avance chez ses fournisseurs. Oui, c'est vrai. Bon, on se souvient que vous avez bloqué, je sais plus, 5 milliards, on sait plus trop pourquoi, et puis ils avaient acheté l'écran, etc. Donc, s'ils avaient voulu, ils auraient eu la capacité probablement, sauf quand ils font face à une énorme demande, je pense que Cédric a plutôt raison. Alors, Quand on veut, on je- peut, dirait ma grand-mère. J'essaie juste de. Alors, comprends. qu'est-ce que tu penses? On laisse la parole au photographe plus qu'amateur, à savoir M. Rodrigo, des caractéristiques et des spécifications de cet appareil photo intégré à l'iPhone. Donc, à l'iPad, on le sait que l'iPad était en fort retard par rapport à l'iPhone. On est passé de 5 enfin à 8 millions de pixels. Donc, il offre à 2.4. On peut régler manuellement l'exposition. Il y a un mode rafale. Ah, bon, moi j'ai 2.4, mais je te fais confiance. Un mode Phil Schiller panoramique. dit 2.4. Voilà, donc bon, voilà. Un mode Ouais, panoramique. mais le site d'Apple, si vous regardez voir les specs, c'est 2.2. Bon, bref, avançons. Un mode panoramique. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est également raisonnable? Tout à l'heure, quand j'ai été également picousé par les responsables marketing d'Apple lorsqu'ils m'ont présenté le nouvel iPad Air et me l'ont remis en main, ils insistaient sur le fait que de plus en plus les gens utilisent l'iPad en tant qu'appareil photo, ce qui semble, à part les touristes qu'on voit ici à Paris qui dégainent leur iPad à tout bout de champ, assez étonnant. Parce C'est comme ça que tu as eu le tir d'ailleurs à la base. Bah oui. Rodrigo, ta Alors, réaction? J'en pense 3 choses. Oui. La première, c'est que je suis totalement bluffé par cette qualité extraordinaire de l'iPad qui enfin se met à jour au spec de l'iPhone de l'an dernier. Oui. Non, c'est ironique, hein. Ouais. C'est le minimum qu'ils pouvaient faire quand même. Juste Rodrigo. comme ça, Rodrigo, sur le site d'Apple, l'ouverture elle est bien donnée à 2.4. Hein. Bon, on revient pas là-dessus. On avance, s'il vous plaît. Barbu. On essaie de respecter un chrono. Allez, on avance. Bon, la deuxième chose, c'est que effectivement, quand vous allez maintenant dans les concerts, vous savez, cette photo historique, par exemple, du nouveau pape, avant on voyait des gens en train de prier, maintenant on voit des gens en train de prendre des photos. Quand vous allez dans les concerts, vous avez des gens qui ont un iPad ou une tablette en train de prendre des photos. Donc c'est pas nous qui décidons dans notre coin, mais c'est la réalité du marché, les gens le font. La troisième chose, c'est que il y a probablement des situations où le seul appareil qu'on ait ou l'appareil le plus immédiat qu'on ait sous la main est un iPad. Ça peut être par exemple dans des salles de réunion de travail où on prend souvent l'écran blanc, des choses comme ça. Il y a sûrement plein d'autres situations. On est en train de lire au bord de l'eau et on va passer un truc, hop, je prends une photo. Il n'y avait pas vraiment de raison que l'iPad ait une qualité vraiment inférieure à tout le reste. Donc maintenant, il faut plus qu'espérer qu'ils vont aussi mettre à jour à la prochaine version la caméra de devant pour qu'on soit plus sur ces 1,2 mégapixels pourris pour prendre les selfies. D'accord. Le fait qu'on ne mette pas de stabilisateur optique sur un objet aussi volumineux qu'un iPad, tu ne trouves pas ça comme une énorme aberration, par exemple? Non. Le problème du stabilisateur, en général, c'est qu'on tient mal l'appareil ou qu'on le tient à bout de bras. C'est le cas avec les petits appareils point and shoot. L'iPad, quand tu le tiens comme ça, à bout de bras aussi, c'est pas forcément évident. Hein. C'est à deux mains. Ouais, Mais on c'est à le deux tient mains. à deux mains, l'iPad on le tient à deux mains, donc on le tient beaucoup mieux. Et puis bon, les cas, on réfléchit à sa photo avant. Et puis surtout, il y a une vitesse d'obturation tellement plus rapide sur le Leica avec une exposition, les verres, Zeiss, enfin tout ça, on en parlera une autre fois. Donc on le tient bien, c'est pas une aberration. Et puis il y a toujours le stabilisateur logiciel. Hein, D'accord. ça va, quoi. Ouais. Apparemment, c'est plus qu'apparemment, parce que j'ai posé la question au responsable d'Apple tout à l'heure, ce n'est pas le même appareil photo que l'iPhone 6, il en reprend les mêmes spécifications, mais ce n'est pas le même tout simplement parce que sur l'iPhone 6, regardez ici, hop, l'iPhone 6, l'objectif il dépasse légèrement, sachant que l'iPad est encore plus fin, donc c'est une preuve nécessaire que ce n'est pas la même chose, même si les spécifications ne sont pas éloignées. Fanny, je crois qu'on a une question du côté de Twitter. Oui, alors on a une question sur les cartes SIM, entre autres. Ouais. Il voudrait savoir si le fait qu'elles soient intégrées d'office dans le iPad Air 2, est-ce que ça a vraiment des chances de marcher en France? Alors, récapitulatif pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, aux États-Unis uniquement et en Grande-Bretagne, les iPads sont livrés avec une carte SIM et les utilisateurs ont la grande surprise de pouvoir choisir l'opérateur de leur choix qui a signé évidemment un contrat avec Apple et donc plutôt que d'insérer une carte que vous allez acheter chez Orange, SFR, Bouygues ou Free directement depuis votre écran, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de ce modèle économique? On sait qu'en tout cas qu'il a causé quelques dégâts à notre champion national de la carte SIM, Rodrigo Cédric.
Bah oui, ça veut juste dire que Gemalto et les autres vont vendre moins de cartes SIM, puisqu'avec la même, tu vas pouvoir aller chez un opérateur et chez l'autre. Maintenant, les gens se sont énormément affolés en disant ça y est, AT&T est en train de, Apple est en train de tuer les opérateurs, etc. Bah, ça pourrait Non, il est en train- ça pourrait être la prochaine Non, étape, il est hein, en train de devenir sortir opérateur, des choix. Cédric. Ah, jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je parie 3 mois de salaire. Non, mais Yes. mettons C'est fin noté. à cette discussion sans intérêt. Ouais. Ça fait des années qu'on dit, oui, c'est ça, il peut aussi faire des voitures, mais ça n'arrivera jamais non. Donc, non, parce qu'en plus, les opérateurs, ils y retrouvent leur compte quand même. Le fait de vendre directement l'iPad avec une puce à l'intérieur qui te permet de choisir un opérateur, ça suscite aussi de l'abonnement parce que tu t'abonnes directement sur l'iPad. Tu n'as pas besoin de passer en magasin pour choisir, etc. Tu vas pouvoir, espérons-le, comparer les offres directement sur l'écran de ta tablette et souscrire directement. Donc finalement, je pense que les opérateurs s'y retrouvent. En plus, ils n'ont pas besoin de financer la SIM, le truc, etc. Donc non, c'est pas un truc qui va tuer les opérateurs, c'est un truc qui va simplifier l'expérience pour le client et qui va générer plus d'usage. Je pense que c'est de ce côté-là que se situe la réflexion d'Apple. Alors après, évidemment, ça donne un pouvoir à Apple sur quelles offres sont mises en avant. Il faudrait voir quels sont les accords précis qu'ils ont avec les opérateurs. Je pense que tout ça finira par sortir. Et ça, Mais c'est pas Apple qui est en train de tuer les opérateurs et c'est surtout pas Apple qui pourrait s'y substituer. Ils pourraient faire opérateur virtuel, mais c'est pas leur métier. ouais, en tout cas, ils ne sont pas présents en France, donc apparemment, ils n'ont pas réussi à négocier avec les opérateurs français. Ou ils n'ont pas pris le temps de le faire et ça viendra plus tard. Ils ont pas C'est pris comme le temps de le c'est faire, comme Apple Play. Ouais. Pardon, Mais non, Grégoire vous savez, on avait les discussions à l'époque, l'intégralité des profits de la TNT venait de la vente d'iPhone. Ouais, Même s'ils reversaient une énorme obole à Apple. 30%. Donc, voilà. Pas mal. Bien. Alors, messieurs, on a fait un premier tour d'horizon de cet iPad Air 2. Quels seraient, selon vous, les manques que l'on pourrait trouver sous cet appareil? Qu'est-ce que vous regrettez? On commence par Cédric. Allez, on se mouille. Bah rien, parce qu'en fait c'est ça, Bon, on se plaint, on dit Cédric. ouais finalement il est pas si différent du précédent, etc. Et après quand on dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, oui si le NFC, allez voilà, Ouais. la recharge sans fil. Bon, Alors, enfin, le si tu NFC, veux, Cédric, pour synchroniser tes produits Bluetooth autour de toi, tes appareils Bluetooth, tes casques, plus que plein pour le de choses, paiement. Hein. pour tout ce qu'on fait avec du NFC, enfin je veux dire voilà. Ouais. De Et qu'Apple fait, n'a pas intégré. Hein. L'appairage plus simple avec d'autres machines, lire. Moi, j'ai des trucs qui sont des cartes de visite uniques. Tu vois ce que je veux dire avec du NFC, tu fais un tap sur le NFC de ton pote sur son smartphone et boum, ça y est, il a tes coordonnées. Enfin, tu vois, toutes ces choses qu'on peut faire, voilà, ce serait encore plus logique que ça le fasse de manière transparente Ouais. directement sur l'iPhone, mais ce serait pas mal sur l'iPad non plus. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. En dehors de ça, moi, j'ai rien à reprocher à cet iPad. Il est beau, l'écran est vraiment très beau. C'est une magnifique machine. On n'a pas parlé d'un truc. Attends, tremblement de terre. Quoi? La disparition ici du petit bouton, c'est du petit sélecteur c'est- qui te permettait C'est la fin du monde. de passer en silence ou de faire un screen lock pour éviter la rotation automatique. Voilà, ça a disparu. Maintenant, il faudra aller dans le menu en bas pour le sélectionner. Voilà, c'est pas. Eux expliquent que, évidemment, voilà, avec l'épaisseur de la machine aujourd'hui, c'est très très dur de placer Alors, ce Cédric, bouton mécanique. Monsieur X, de votre côté, vous qui aimez bien l'idée de l'iPad pour travailler, est-ce qu'il ne manque pas ce qu'a réussi à faire Microsoft notamment, à savoir une smart cover avec un clavier intégré, vraiment faire de l'iPad un produit tout à fait tout en un, et non pas racheter les accessoires, sachant qu'Apple ne produit pas de clavier aujourd'hui. Cette idée de clavier et de smart cover intégré. Oui, moi je pense que c'est toujours un manque, mais là, il faut gager que les accessoiristes vont les sortir. Moi je pense qu'une fois de plus, la limite pour pouvoir bosser correctement avec un iPad, à partir du moment où la puissance est suffisante pour ce qu'on en fait, c'est plutôt une certaine souplesse au niveau de iOS, hein, une fois de plus. Je vous rappelle qu'on peut toujours pas accéder à la mémoire de stockage sur l'iPad de manière libre pour aller mettre ses fichiers comme on veut, et c'est pas iCloud qui va le permettre de manière simple non plus. Puis en plus c'est cher, et en plus donc on peut pas accéder à son stockage comme on veut, et en plus ce qu'on stocke sur l'iPad, ça passe par iTunes. iTunes, de ce point de vue-là, de la synchro est buggé, ou en tous les cas, il faut pas qu'il y ait de bug pendant une synchro, parce que vous vous retrouvez facilement avec 5, 10, 15, 20 gigas de données taguées autres, qui sont des données mortes, et pour s'en débarrasser et retrouver le stockage, vous êtes obligé de restaurer votre iPad ou votre iPhone. Donc c'est pas encore
robuste comme le demande un environnement de travail où les gens qui l'utilisent font des erreurs et il faut que ça soit solide comme une Jeep. Voilà, donc là, c'est encore du boulot surtout au niveau de iOS qui est nécessaire. Ouais, et on verra si Apple suivra cette piste éventuellement pour une version Pro de l'iPad. Qui est aussi dans une rumeur récurrente concernant les futurs iPads, peut-être dans les mois qui viennent. Fanny, un dernier point peut-être de ton côté, peut-être au niveau de l'étanchéité, on en parlait avant en préparant cette émission, il y a de plus en plus de produits étanches dans les téléphones, mais aussi les tablettes, et ça manque chez Apple. Oui, bah c'est clair qu'on connaît pas mal de monde qui arrive à mettre sa tablette ou son téléphone dans son bain. Et que le spécialiste, on le voit derrière Paul, hein, regardez, c'est Sony avec les Xperia voilà. notamment, hein, c'est le Z2 ou le Z3, je ne sais plus, le Z3. Et donc on peut carrément prendre son bain avec son iPad. Hein. Et c'est pas farfelu, il y en a beaucoup qui le font, hein, de prendre son bain avec son iPad. Bah oui. Oui, non, mais moi, pareil, je regarde des séries. Bah oui. Oui, Fanny, conclue. Mais voilà. C'est là où tu te dis, c'est chouette FaceTime quand même. Oui. Clairement. Voilà, après, bon, il y a quand même des super covers qui existent comme les LifeProof qui marchent très très bien et c'est pas non plus. Ouais, mais c'est un achat en plus, quoi. Et généralement, quand tu as l'accident, il est trop tard. C'est un petit truc en plus, mais c'est comme le NFC dans l'iPad, c'est pas vital non plus. Donc voilà. Là, par contre, on a pas mal de questions et je trouve qu'elles sont intéressantes. Elles sont toutes bêtes, mais c'est finalement, si on a un iPad Air, est-ce qu'on passe au R2 et si on a un iPad 3, est-ce que ça vaut le coup de passer à un R2 ? C'est voilà, il y a pas mal d'auditeurs qui se posent la question. C'est à partir de quelle version finalement vous diriez ? C'est la question principale. Hein. Si on a déjà un iPad Air, est-ce qu'il faut passer au 2 ? Non. Cédric, là en main, ton opinion, Cédric. Ah, les deux en main. Si vous avez un iPad 3, enfin un new iPad, souvenez-vous. Le premier Retina, c'est ça tu veux dire ? Ouais, le premier Retina, c'est ça. La comparaison en termes de poids, elle est quand même... Là, si tu veux, c'est un peu plus de 7 grammes de différence. L'épaisseur aussi. Enfin, on se souvient, cette machine, elle était vachement bien, mais elle était lourde, épaisse, enfin, etc. Donc, ouais, je pense que là, ça commence à justifier, même en performance, parce qu'elle était un tout petit peu sous-dimensionnée en performance par rapport à ce que proposait l'écran, un peu comme le nouvel iMac dans ses versions de base, de 5K. Donc voilà, ouais. Et puis c'est une machine qui est sortie il y a 1, 2, 3 ans. Bah oui, 3 ans. La question, en fait, c'est ce que disait Tim Cook dans l'annonce des résultats. Il disait, on ne sait pas vraiment ce que c'est le rythme de renouvellement des iPads. Vous savez, ça ne fait que 4 ans qu'on est sur ce marché. Donc, parce que derrière vous, on voit des images, on a l'impression de quelqu'un qui est en train de passer un iPad sous l'eau. Mais c'est ça. Il faut le dire. C'est une tablette Sony. C'est une tablette Sony. Ah, c'est clair. Donc tu conseilles. On va pouvoir charger votre téléphone dans le micro-ondes. Donc Cédric, on est d'accord. Si on a un iPad Air acheté l'année dernière, c'est pas forcément indispensable de passer à l'iPad Air 2. On est d'accord. Non, vraiment. Sauf si on te l'offre. Mais Paul a dit tout à l'heure, il y a deux trucs, pardon. Il a dit tous les gens qui voulaient un iPad ont un iPad. On est quand même à la XM mouture. Il a absolument raison. Et puis surtout, l'iPad, ça se casse beaucoup moins que son iPhone. Donc moi, je l'ai cassé, mais ça se casse beaucoup moins. Donc on n'a pas vraiment besoin de le renouveler. Une fois qu'on l'a et qu'il sert de liseuse ou pour consulter le web ou pour jouer quelques jeux, ça va. Je suis pas sûr sur l'iPad 3 qu'il faille le changer. En revanche, l'iPad 1, oui, parce qu'il se met plus à jour sur la dernière version d'iOS. Il va y rester scotché sur des vieux trucs. Fanny, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi c'était juste un truc qui m'a vraiment manqué sur l'iPad parce que Dieu sait que des fois j'attends quelques secondes mon doigt bêtement posé sur le bouton avec le petit carré de C en bas parce que j'attendais le Touch ID bêtement, voilà, il n'était pas encore sur l'iPad et le réflexe de l'avoir sur l'iPhone, et ben je le faisais sur l'iPad et des fois j'attendais 5 bonnes secondes. Donc je suis ravie que ça arrive sur tous les modèles. Bien. Allez, un petit mot quand même sur l'iPad mini 3. Paul, il a quasiment pas évolué. Tiens, je te le donne, tu vas le prendre en main. Par rapport à l'ancien modèle, 20 secondes, hein, c'est le temps chrono donné à Phil Schiller pour présenter le produit. Ça s'est passé à la vitesse de l'éclair. On sent qu'il n'y a plus vraiment d'ambition pour ce produit chez Apple, monsieur. Alors soit Apple a décidé que l'iPhone 6 Plus c'était le nouvel iPad. On en a parlé plusieurs fois et on s'est dit que peut-être, effectivement, mais non, je suis d'accord avec toi Cédric, il y a encore un marché pour l'iPad mini, mais clairement ceci est un iPad mini 2 avec un capteur Touch ID. Donc la bonne nouvelle en fait de ce nouveau line-up d'iPad, c'est que l'iPad mini de l'année dernière coûte 100 € moins cher que le nouveau, et la seule différence c'est qu'il n'a pas le capteur Touch ID. Ouais. Donc c'est un appareil qui n'a
qui n'a pas changé en fait. C'est le même iPad que l'année dernière. D'ailleurs, il a encore l'écran, ils n'ont pas amené l'écran, il s'est pas essayé affiné. de l'affiner. Il a même pas perdu le bouton de lock screen. Voilà. Personnellement, je ne comprends pas. Mais moi non plus, je comprends parce que c'est un appareil qui pourrait justement très bien marcher parce que c'est un iPad qui tient quasiment dans une poche. Pour l'année prochaine. Mais vous oubliez l'essentiel. Oui, vous c'est vrai. oubliez l'essentiel. Vous passez encore une fois à côté de l'essentiel. Bah, allons-y. Vas-y Cédric. Gold is best. Là, voilà votre différence à 100 $. Oui, c'est vrai, on a oublié. Il y a un iPad mini en or à 100 $. C'est pas important. Allez. Il est doré et puis il fait tout. Alors justement, Non mais Cédric, il y a quand même un Il va souci. cartonner. Il y a quand même un souci, Il y en a c'est que une maintenant, autre tu as 3 iPads avec le même design, et dont un qui a un processeur qui date de 2011, l'autre qui a un processeur qui date de 2013, et un autre qui a un processeur de 2013 mais avec un capteur. Ouais. Donc il y a quand même un souci sur la gamme d'iPad mini. La gamme des iPad mini n'est pas la plus lisible Donc, du monde en ce alors, moment. la gamme Si tu iPad- veux tuer un produit, vas-y quoi. Alors, Surtout que il juste- est probable que habile l'iPad mini... transition, merci messieurs. Non, pas- alors il y a un truc que je voulais dire sur le mini Oui, quand même. c'est et que vite. Moi j'ai plein de gens qui me disent mais attends, depuis qu'il y a le 6 Plus, il n'y a plus besoin d'acheter un mini, c'est Ouais. quasiment la même taille d'écran. Je vous présente Non, un c'est iPad. pas. Non, la ça, même c'est taille pas vrai. d'écran. Non. D'accord. Un iPad mini, c'est 2,5 fois la taille d'écran d'un iPhone Ouais, 6 Plus. ça a Donc rien c'est à voir. vraiment Les pas la écrans. même machine. Faut arrêter de dire ouais, il y a vraiment plus besoin. Enfin, ça n'a C'est pas rien les à écrans, voir. c'est mieux. Donc, je pense que l'iPad mini est pas mort. Moi, j'avoue que je vais garder le mien, le nouveau, là, il est très beau. Même si, de fait, il va moins vite que l'R2. Mais comme machine du quotidien et comme machine pour voyager, ça, c'est absolument imbattable. Moi, ça Ouais. m'inspire 2 questions. La première, c'est pourquoi Apple garde tous ses anciens modèles encore dans la gamme C'est et pas ne cher. simplifie pas comme ils avaient pu le faire dans le temps. C'est moins cher. Eh bien, c'est pas que moins cher. Ils ont supprimé les hautes capacités de stockage sur tous les anciens modèles et ne gardent que les entrées de gamme. On a l'impression que les entrées de gamme, c'est juste prétexte pour acheter les plus gros, Rodrigo. Je crois que la Et réponse donc, est dans la c'est une incitation marketing pour acheter les plus gros si tu as un usage Bah, plus compliqué. Et Alors, comme je vous disais on tout vous à a l'heure, préparé, vous avez messieurs. une segmentation de l'offre pour Alors, attaquer différentes choses. Rodrigo, Les produits- regarde l'écran, tu vas voir, on vous a préparé. Regarde le bel écran, on t'a fait un magnifique slide. Voilà, vas-y, Paul. Alors, Voici la La gamme transition de iPad l'amour. 2014. Rodrigo, regarde. regarde comme c'est beau, il y a plein d'animations, c'est joli. Et il y a un gros tableau en plus qui arrive. Rien, ouais. Alors aujourd'hui, c'est différents modèles et la gamme d'iPad présent en 2014. Oula. C'est complexe. Surtout que là, il y a quand même 3 références d'iPad mini. L'iPad mini 3, l'iPad mini 2, l'iPad mini. Effectivement, Rodrigo a raison. L'iPad mini de 2011 n'est disponible que de 2012, pardon, n'est disponible qu'en 16 Go à 249 € en Wi-Fi et à 369 en cellulaire. Quand même, un appareil de 2000 avec un processeur de 2011 vendu 369 € avec une puce 4G et 16 Go de stockage. Avec un iPad, avec 16 Go sur un iPad, on fait globalement rien. 58 configurations. Hein, c'est 58 configurations possibles, en comptant les couleurs ou pas? ça. Non, on compte pas les couleurs. Monsieur Le X. graphique aurait été plus lisible si vous avez fait 4 lignes, 16, 32, 64, 128. Merci. Ben, la prochaine fois, c'est toi qui le feras, Rodrigo. Si tu as du temps à perdre. Monsieur X, autre réaction. On sait que du temps où j'étais chez Apple, et c'est toujours le cas aujourd'hui lorsque Tim Cook fait des déclarations, rationalisation de la gamme. Là, on y est loin. Est-ce que c'est pas ça le problème des ventes de l'iPad? Trop de modèles et la gamme n'est pas lisible. Bah écoute, Et ce sera le mot de la fin. Le fait de conserver les anciens modèles pour élargir la gamme en prix, on peut le comprendre sur la partie iPhone, c'est d'autant plus qu'Apple a une demande forte des opérateurs. Bon, et là, il y a une demande et vraiment, les opérateurs poussent pour avoir ça. Quand on arrive au niveau de l'iPad, où on n'a pas en plus forcément tous besoin d'avoir un modèle avec la possibilité de mettre une carte SIM, proposer une gamme aussi large, j'en connais un qui aurait mis son veto là-dessus et c'était Steve. Bien sûr. Voilà, toute sa stratégie produit, elle s'appelait les 4 cadrans, il fallait avoir 4 produits majeurs et dans chaque gamme, avoir 3 choix. Là, Paul disait qu'on a 58 ou 60 combinaisons sans les couleurs. Non mais ça part d'une bonne idée qui est d'avoir une gamme de prix large. Par contre, ce que tu perds avec une gamme de prix large, c'est une communication qui a de l'impact. Donc le client est là et il sait plus quoi choisir parce que entre les différences de prix, de fonctionnalité, de taille, Retina par Retina, bah, on a l'impression d'être devant un catalogue Samsung où en plus tous les produits s'appellent iPad. Tous les produits s'appellent iPad. Donc c'est pire que le catalogue Samsung parce qu'au moins Samsung c'est marqué Galaxy, Alpha, on peut différencier par le nom du produit. C'est vrai. Tout s'appelle iPad, c'est un gloubi-boulga et moi il y a fort à parier qu'après Noël,
tout ça, ça va se simplifier parce J'en que suis pas si sûr, la monsieur majorité Eric, des modèles ne vont pas se vendre, ça va compliquer la logistique, ça va compliquer les approvisionnements. Alors ça, c'était l'ennemi chez Apple du temps où Tim Cook était patron des opérations. Je comprends pas qu'une fois étant patron des patrons chez Apple, il laisse passer ça. Moi, en tant que client, en tous les cas, je suis perdu. Ouais. Ouais, et en plus, on se demande s'ils écoulent pas des vieux stocks ou pas. Non, la vraie question, j'ai dit, ça posait deux questions. Ce sera le C'était mot de ça. la fin, Rodrigo, on a dit. La vraie question, c'est maintenant on a des écrans à 4, à 4.7, l'écran du mini, de l'air. En fait, on a 5 téléphones, non? De quoi? Pourquoi est-ce qu'on distingue encore l'iPhone et l'iPad? Parce qu'un iPad, ça téléphone pas? Voilà, par exemple. Rodrigo, je te montre. Et- Allô? non, mais pourquoi? Allô? Oui, non, mais c'est la prochaine étape. On pourrait se poser la question. Mais c'est vrai que chez Samsung, certaines tablettes téléphonent. oui. Non, moi, c'est plutôt pourquoi est-ce Mais qu'il y a encore pourquoi, des Macs et des avec iPads? une, C'est l'inverse qui devrait se une passer. oreillette ou quelque chose. Pourquoi? En fait, c'est juste un téléphone, des clés en différentes tailles d'écran. Ils font tous la même chose, peu ou prou. Oui, mais non. Ils ont tous peut-être le même logiciel. Mais non, parce que Apple veut que l'iPad ce soit le futur du Mac. Donc en fait, à la rigueur, je serais d'accord avec toi si tu disais pourquoi est-ce qu'il y a encore une catégorie Mac, une catégorie iPad, vu que le Mac, l'iPad, c'est le Mac qu'on tient à la main. Et pas le grand J'ai une iPhone. question. Il faut qu'on conclue l'émission si vous êtes Oui, mais d'accord. c'est une Alors question pose ta question intéressante, c'est- et ce sera la dernière et je c'est reprends celle la main d'Alphonse. après. Allons-y. Est-ce qu'il n'y aurait pas un iPad Pro 12 pouces qui pourrait arriver au moment de la Si. sortie de l'Apple Watch? Bah, non, écoute, pas à ce moment-là. Mais il y en aura un. Non, mais tu sais très bien qu'ils n'aiment pas trop mélanger les ensemble, mais écoute. Bon, alors, est-ce qu'il peut y avoir la sortie d'un iPad Pro? C'est une pouces. rumeur récurrente. Généralement, ces rumeurs n'arrivent pas par hasard. Il y a certainement des prototypes. Est-ce qu'Apple va aller jusqu'au bout de sa logique? Est-ce qu'Apple va continuer à essayer d'attirer les entreprises? On sait qu'ils ont travaillé beaucoup avec IBM tout cet été. On aura la réponse en début d'année. Une toute dernière question que je veux poser à Cédric parce qu'il a le produit en main et qu'il connaît bien la gamme Android, notamment par rapport au Nexus 9 de chez Google. Est-ce que oui ou non aujourd'hui l'iPad Air 2 est-il trop cher? C'est pas tellement par rapport au Nexus 9 que la question se pose, c'est surtout l'iPad mini par rapport aux tablettes 7 pouces qui existent par ailleurs. C'est que tu commences à pouvoir trouver des tablettes vraiment crédibles, même à partir de 149 € aujourd'hui, qui fonctionnent bien, qui n'ont plus de gros défauts. Et si tu montes un peu en prix, si tu passes les 250 €, alors là, 250 $, c'est pareil. Là, tu as des machines vraiment très bien. Donc voilà, Apple a fait le choix de rester. C'est dommage qu'on ne soit pas encore sur le tableau parce que. Mais regarde le tableau, on va te balancer le tableau. Le Nexus 9. Si ton budget est entre 349 et 399 $, tu as un nombre de choix incroyable sur le tableau d'Apple. Tu as aussi un nombre de choix incroyable côté Android. Hein, donc il faut choisir. Alors précisément, Cédric, donc Paul, prends la main. Nexus 9, il est à combien? Nexus 9, il est à 399 en 16 Go Wi-Fi et à 569 en 32 Go 4G. Ouais. Pour donner un point de comparaison, l'iPad Air 2 en 4G 16 Go, c'est 619 €. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même un écart de prix. Il y a moins d'écart de prix qu'autrefois entre le Nexus 7 et l'iPad mini par exemple. Là on voit le Nexus 9 qui est plus un modèle entre l'iPad mini et l'iPad Air parce que ce n'est pas forcément le même écran, 8,9 et 9,7. Il y a quand même un gros écart encore de prix, mais on sait que les contraintes de Google ne sont pas les mêmes que celles d'Apple. Hein. Google, il ne doit pas gagner de l'argent en vendant des tablettes, ce qui est le cas d'Apple, qui est constructeur. Google, lui, il fait du service. Enfin, quand même, là, cette tablette-là est faite par HTC. HTC, je pense qu'ils aimeraient bien gagner un peu de sous Oui, avec. mais ils ne sont pas à 38% de marge, hein, je te rassure. Ils sont à moins de 10%, crois-moi. Allez, je crois que l'heure est venue, messieurs, de conclure cette émission par le concours et les résultats du concours. 5 disques durs MyCloud étaient offerts par WD la semaine dernière. En répondant à cette question, quel type de carte peut être utilisé directement avec le Passport Wireless, vous savez, le petit disque dur nomade Wi-Fi de chez WD. Il y a 5 gagnants, je crois, ce soir. Fanny. Oui, alors la réponse, donc c'était une carte SD et donc on a 5 gagnants. On a Lénie Rouanet, on a Elena Bukina qui a Elena Bukina 128, on a Yacine Kalfi qui est Yacine Kalfi 2, Nico Tintin, alias Nico 44Z. Voilà, on a une Est-ce qu'on petite compte qu'il a coupure. gagné quand même? Voilà, on a perdu Fanny, mais on va donc je vais reprendre la liste. Nico 44Z alias Nico Tintin et Monsieur Lunette alias Monsieur Lunette, bravo à vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées postales à une adresse, à mon email perso, olivier@onrefaitlemac.com pour que WD vous expédie vos disques durs. Donc un disque dur WD MyCloud, une capacité de 2 Tera de mémoire. L'heure est venue de passer au coup de cœur et de retrouver Fanny.
Alors, mon premier coup de cœur, j'en ai deux. C'est Dragon Naturally Speaking, la dernière version, parce que ça a vraiment, vraiment évolué. En allez, 5 minutes, tu lis un petit texte et paf, ça reprend ta voix et c'est prêt à fonctionner. Ça te permet d'ouvrir tes applications, de vraiment dicter. C'est Là, sur j'ai l'iPhone commencé à dicter les Sur le articles. Mac? Non, sur le Mac et sur le PC. D'accord. Alors, la version PC est meilleure. Sur le Mac, ça manque encore un petit peu d'implémentation avec pas mal de logiciels. Ouais. Mais sur PC, c'est vraiment incroyable. Ça fonctionne super. Et voilà, c'est comme d'avoir une assistante à la maison. Tu fais, ou un assistant, tu lui dictes ton courrier, tu lui dictes tes articles. L'éditeur, c'est Et Nuance, voilà. hein, c'est ça, Nuance. Hein, c'est ça, Voilà, c'est l'éditeur. Nuance qui fait ça. Et c'est donc la dernière version de Dragon Naturally Speaking. Et mon autre petit Ouais. coup de cœur, je l'ai ramené de Tokyo. C'est une avant-première européenne. On va dire. Mondial, C'est mondial. La New 3DS. Mais elle est zonée, sinon tu m'en aurais ramené une. Voilà, mais je me la suis ramenée pour moi avec voilà, un bon jeu tout Mais- en japonais. Alors, qu'est-ce qu'elle a Et, de plus, la New 3DS? Et on traduit le jeu d'ailleurs, merci Google Translate qui permet de prendre des photos et de, de traduire tous les menus en japonais. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a un Ouais. nouvel écran 3D déjà. Ouais. Qui est vraiment, vraiment meilleur. Il est un petit peu plus grand que le précédent. Mais on a enfin une belle 3D qui fait pas mal aux yeux, qu'on peut regarder en allant de droite à gauche parce qu'a priori, il y a la caméra qui recalcule quand tes yeux bougent et ça permet vraiment de garder la 3D tout le temps. Voilà. Après, bon, ils ont reconfiguré. Il y a un nouveau petit pad ici qu'on voit. Qui est le même en fait que celui-ci pour se déplacer. Ils ont mis des petites couleurs là. Voilà. Comme sur la Il y a tout un SNES. tas de petites features. Voilà, mais c'est une vraie New 3DS, elle est vraiment jolie et Merci, Fanny. on va attendre 2015 pour la voir arriver en France. Allez, quel est ton coup de cœur ce soir, Cédric? Moi, c'est une vraie nouveauté, mais je viens de passer 2 jours à Roubaix. Moi, je sais. Tu es ça puni, peut- Cédric? Non, Ça fait marrer. Ça fait une grosse bêtise, Cédric, c'est ça? Non? Arrête, Non, mais c'est j'y ai bien le vécu. Nord. On t'a remis à la circulation, on t'a remis au fait divers LCI, c'est ça? Fanny a vécu à Roubaix. Attends, c'est la nouvelle du jour. Entre 2 et 3 ans, ouais. C'est vachement Allez, bien c'est le Nord. Hein. C'est vachement bien. Allez. Et ben non, c'était pas du tout une punition parce que j'y étais pour aller chez OVH. OVH, Ah c'est, oui. le premier hébergeur de sites web en Europe. Qui est basé à Roubaix. C'est le propriétaire du plus grand data center du monde, t'imagines, mais c'est celui qu'ils ont à Montréal. Donc voilà, ils hébergent, je sais plus combien, 250 millions de sites web, enfin un truc de fou. Ils ont même leur propre domaine.evh maintenant, et ils viennent de lancer un nouveau service à l'égal de ce que font Amazon et Google, tu sais, où tu fais du computing dans le cloud, c'est-à-dire que tu mets tes applications dans des machines virtuelles, c'est pas juste un serveur web, c'est un serveur d'application, comme si tu avais voilà, un ordinateur que tu aurais posé chez quelqu'un et auquel tu puisses accéder par le réseau. Tu choisis, il peut tourner sous Linux, il peut pas tourner sous macOS parce que Apple donne pas macOS. Il n'y a pas un macOS serveur que tu peux installer à distance. Mais par contre, tu peux même faire tourner Windows Server et accéder à cette machine Windows virtuelle de n'importe quelle machine, de ton Mac, de ton PC, etc. Le service s'appelle Run Above et il croit tellement que ça va devenir quelque chose de, sinon grand public, mais d'absolument courant pour les développeurs que d'abord, faut dire que les prix de ce genre de choses se sont effondrés parce que tu peux avoir une machine Linux de base ou même une machine Windows, un peu comme si tu avais une sorte de Mac mini dans le nuage. Ça va te coûter, je crois, 1,50 € par mois. C'est la virtualisation, Cédric, c'est ça? Pardon? Une sorte de virtualisation, Cédric. Ah bah c'est pas une sorte de virtualisation, c'est de la pure virtualisation. Mais évidemment, tu peux aussi avoir une machine ultra puissante pour faire des choses terribles. Et pour la première fois, c'est avant déjà Amazon et les autres te faisaient payer ça par carte de crédit. Maintenant, ils le font eux avec des cartes cadeaux. Où t'imagines, voilà $100 de computing, c'est-à-dire avec une machine de base pour 3 ans. Je trouve ça absolument remarquable et ils inventent des trucs extraordinaires et le fondateur Merci, Cédric. c'est un mec juste ahurissant. Oui, c'est une belle success story à la française et c'est vrai que C'est la plus grosse boîte Ouais. française du high-tech dont vous n'avez peut-être jamais entendu et je parler. pense qu'on va de plus en plus en entendre parler. Ce week-end. Allez, autre coup de cœur, Rodrigo, et si possible, assez rapide, Rodrigo, on est très en retard ce soir. Bah, c'est ta faute de me mettre à la fin, quoi. Tu me coupes les ailes, la parole. Non, il y a tout, encore quoi. Monsieur X après toi. Et moi? Ah, bon. Vous vous souvenez de Marty McFly? Oui, on l'a vu hier soir à la télé. Oui. Ah, mais c'est encore une connerie que j'ai trouvée sur Kickstarter, c'est quand même assez génial. Skateboard à lévitation magnétique. L'overboard. L'overboard de Retour vers le futur, c'est ça, Rodrigo? Je peux parler avec mon langage à moi, Ouais. qui flotte tout seul sans roue.
Et c'est sur Kickstarter, on en est à 242 000 $, en un jour. C'est pas possible, c'est pas possible. J'espère qu'il y a une fonction remboursée parce que. C'est combien, Rodrigo? Ah bah ils savent pas vraiment encore, mais ça va coûter un peu cher. Mais il fallait, Ouais. pour développer le proto, il fallait mettre 250 000 $ sur Kickstarter. Il leur en manque moins de 8 000. Bon, le résultat sera donné dans 20 ans, mais non, mais je suis demandé à voir. Il y a des Rodrigo. charlatans sur Kickstarter. Non, le truc, c'est Ouais, que ouais. il faut un revêtement en dessous particulier. Un électroaimant, ça s'appelle. Donc ils font des skates, des parcs à skates particuliers. Ouais, donc il faudra une. Tout avec fibre à faire. Enfin, un sol particulier. Mais ouais, en tout cas, ça fait rêver. C'est vrai que moi, ça faisait rêver étant gamin. En de tout voir cas, il y a une ça. vidéo assez marrante d'un mec qui monte sur ce parc et qui Ah bah, on la monte sur son diffusera. skate, qui flotte et qui monte et qui danse et qui fait du switch, pied gauche, pied droit. Moi, je trouve ça quand même assez génial. Ça sert à pas grand chose. Mais si un jour on arrivait à mettre des aimants sur nos routes, on aurait du coup des voitures qui lévitent sur les trottoirs et tout ça, quoi. Ce serait drôle. Propose au maire de ta ville, hein, ça c'est pourquoi pas. Hein. Ouais, ça va venir, qui sait, Google travaille. Je l'ai vu tout à l'heure. Merci Rodrigo. Monsieur X, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, moi j'ai 2 coups de cœur rapidement. D'abord une application pour iPhone du groupe La Poste. Sans Bon, déconner. C'est un peu étonnant, sans déconner, surtout que je viens de pester contre eux récemment. Ouais. Ils ont quand même, en pleine crise économique, annoncé qu'ils allaient augmenter les timbres de 7% en janvier. Hein. Comme quoi la crise n'est pas là pour tout le monde. Il faut développer les applications pour iPhone, monsieur X, c'est pour ça. Ouais, Non, mis à part ça, ils augmentent le prix des timbres pour compenser la baisse du trafic. Je pense qu'ils ont tout compris. Allez, on avance, messieurs. Trêve de billets d'humeur, ils ont sorti une petite appli qui s'appelle Ma Carte à moi, qui permet rapidement avec un iPhone, en faisant en général une photo, d'envoyer une carte virtuelle. Et ça marche très très bien depuis l'étranger. Comme ça, comme moi, quand vous passez aux vacances au Mexique, vous attendez pas 8 semaines Pour recevoir la que carte votre postale. carte revienne en France. La carte postale, elle arrive tout de suite. Vous pouvez même le faire à l'aéroport si vous avez oublié d'envoyer une carte postale à vos parents. Non, vraiment, ça marche bien, c'est simple. Ouais. Ma carte à moi sur l'iTunes Store. Et puis le deuxième coup de cœur, c'est pas un produit en tant que tel, c'est une technologie qui est connue sous le nom de Park Assist pour ceux qui aiment les voitures. Salon de l'auto oblige. Park Assist, c'est cette techno qui vous permet de faire un créneau et de vous garer tout seul. Sans les mains. Moi, je l'ai essayé sur une C4 Picasso. Je lui ai fait faire des créneaux, des rangements en bataille tout seul. Ça fait longtemps que j'avais pas testé une technologie où j'étais comme un gamin. J'y croyais pas. Ça fait peur la première fois. Ouais. Et dès la deuxième fois, on a envie de recommencer et de prendre du plaisir avec ça. C'est vraiment étonnant et la démocratisation d'une techno qui est très très prometteuse et pas que pour les gens qui peuvent pas tourner leur coup parce qu'ils auraient une Minerve. Pour tout un chacun, maintenant se garer, ça va devenir Un plaisir. quelque chose de simple, même s'il y a des améliorations. Donc Merci, Park Assist, allez voir monsieur sur X. YouTube, il y a plein de vidéos, c'est fantastique. Merci, monsieur X. Quel est ton coup de cœur, Paul, de ton côté? Mon coup de cœur, c'est Godus. Donc, c'est un nouveau God Game de la part de Peter Molineux, un habitué du genre, puisque c'est lui qui a créé Populous. Et c'est un jeu très, très sympathique, très marrant. Il est gratuit, il y a des achats in-app, mais clairement, on peut s'en passer, même très très loin dans le jeu. Donc, je vous le conseille. Il a été mis en avant sur App Store cette semaine et il est vraiment très très sympathique. Voilà. Bien. Godus, et c'est gratuit, donc profitez-en. De mon côté, moi, c'est malheureusement un peu plus cher, mais comme quoi l'informatique peut faire encore rêver en termes de design et de performance technologique. Regardez cet écran, il est signé LG, c'est le 34UC97, un écran 34 pouces, 21 neuvième, c'est-à-dire que c'est du cinémascope, du vrai cinémascope, hein, sans les barres noires en haut et en bas, comme on a aujourd'hui sur le 16 neuvième. Des résolutions de 3440 par 1440 pixels. Et regardez, évidemment, il est incurvé. L'avantage de la dalle courbée, vous la connaissez en cinéma, c'est une plus grande immersion dans l'image et puis également une image qui est une distorsion de l'image qui est réduite et un angle de vision qui est élargi. Et puis cerise sur les gâteaux, il est vraiment taillé pour les Mac et pour l'utilisateur de Mac. Il a 2 ports Thunderbolt 2, voilà, qui se généralise enfin sur la gamme Mac. Et son prix est de 1 300 € chez LG, le 34UC97. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 175e épisode de Refait le Mac. Merci. 16, voilà, 176e épisode de Refait le Mac. Merci d'avoir suivi. Vous retrouvez Cédric dès samedi ou dimanche 13h10 sur LCI. Quel est le menu de ce plein d'écran dimanche, Cédric, brièvement? En fait, maintenant, c'est samedi 10h40. Et bien justement, ce sera VH à Roubaix. On sera, je crois, la deuxième ou troisième caméra autorisée à rentrer dans le data center et à regarder
toutes les choses qu'ils ont inventées, parce qu'ils ont inventé des choses qui n'existent absolument nulle part ailleurs. Chez eux, il n'y a pas de client. Enfin, c'est proprement, voilà, moi je suis bouleversé par ma visite à Europe. Voilà, pour découvrir un champion du web français méconnu et en exclusivité, ce sera sur LCI samedi prochain avec plein écran. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refleman, qui est sur Twitter, @TrueMrX. Merci, Monsieur X. Rodrigo, vous le retrouvez également chaque semaine, également sur son propre blog Emery Rodrigo Show. C'est bien ça, Rodrigo? Pas du tout, pas du tout. Sur mon propre blog, c'est blog.rodrigo.com. Mais en revanche, la dernière fois, je vous ai dit que toutes les archives du Emery Rodrigo Show étaient sur Facebook. Et vous avez été plein à signer. Donc tapez Emery Rodrigo Show et vous trouvez. Merci, Rodrigo. Fanny, vous la retrouvez également lors de Fanny's Party. Quelle est la prochaine Fanny's Party, Fanny? Eh ben, écoute, c'est une Fanny's Party qui va durer 5 jours parce que c'est pendant la Paris Games Week. Ça démarre mardi soir pour la presse et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour tout le monde. Donc, on a un stand Fanny's Party de 50 mètres carrés. On vous accueille, il y a des bornes de rétro gaming, il va y avoir des Stormtroopers de Star Wars, voilà, plein de choses très marrantes à voir, des objets connectés aussi. Merci, voilà, Fanny. passez, hein. Et puis vous retrouvez chaque semaine l'autre anthropologue du WAC, alias Paul Rony. Merci Paul de m'aider chaque semaine à préparer cette émission. Quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.